Et on est de retour avec l'une des plus hautes magistrates du pays. Bonsoir Laure Becquio. Bonsoir. Vous êtes procureure de la République de Paris, à la tête de la Junalco, cette juridiction chargée de lutter contre la criminalité organisée. On vient de regarder ensemble l'enquête accablante de Julie Pichot. C'est trop tard? Il n'est jamais trop tard. Je dirais que les seuls combats perdus, c'est ceux qu'on ne mène pas. Mais moi, je me satisfais véritablement de votre reportage, parce qu'il y a déjà plus de 2 ans, j'alertais sur le risque corruptif lié à la montée en puissance de la criminalité organisée. Et donc, tout ce qui peut alerter nos concitoyens, et surtout alerter ceux qui sont susceptibles d'être les maillons faibles de notre état de droit, des agents publics susceptibles d'être corrompus, eh bien, tout ce qui permet de favoriser ces alertes, évidemment, est un point pris qui facilitera ce combat. Alors, on a longtemps eu du mal à avoir des chiffres concernant la corruption. Et il y a quelques mois, l'Agence française anticorruption, qui dépend du gouvernement, a publié ceci. Entre 2016 et 2024, on est passé de 619 à 934 atteintes à la probité. Alors, ce n'est pas uniquement la corruption, ça peut être aussi le détournement de fonds publics, le favoritisme, la prise illégale d'intérêt. Mais on voit que parmi ces faits, c'est la corruption qui augmente le plus. 167 en 2016, 324 en 2024. Ça veut dire que les faits de corruption ont doublé en 8 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un domaine où ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité est important, c'est-à-dire tout ce qu'on ne connaît pas. Alors, le développement de ces chiffres, est-ce qu'il est dû au fait qu'il y a plus de corruption, ou est-ce qu'il est dû au fait que l'attention de chacun attirée, on a cherché et donc on a trouvé? Mais on ne sait pas finalement si la corruption augmente ou si c'est simplement la justice qui aujourd'hui s'empare du phénomène. Cherche mieux. Après, il ne faut pas être naïf, et je ne veux pas l'être. À partir du moment où l'on constate l'augmentation des moyens de la criminalité organisée, le sujet corruptif, il est de haute intensité. Et il ne faut pas seulement se satisfaire de ces chiffres qui augmentent. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression parfois que l'administration connaît dans le détail tous ces faits de corruption. Je propose de regarder ce qui ressemble à une sorte de grille tarifaire obtenue par notre journaliste. C'est un document interne du ministère de l'Intérieur qui montre que les policiers peuvent toucher entre 300 et 500 euros pour vendre un fichier confidentiel. Les douaniers peuvent être rémunérés 40 000 euros la valise qu'ils laissent rentrer illégalement, ou encore un agent pénitentiaire qui peut, lui, obtenir 500 à 2000 euros pour faire rentrer en prison illégalement un téléphone. Quand on regarde ces tarifs-là et qu'on les met en comparaison avec le salaire de ces agents, on se dit que c'est normal qu'ils soient tentés. Vous ne pourrez jamais mettre en comparaison les salaires d'un agent de la fonction publique, quel que soit le haut niveau de ses fonctions, avec, je dirais, les profits que génère la criminalité organisée. Pour rappel, ces profits sont estimés entre 6 à 7 milliards d'euros en chiffre d'affaires, ce qui est l'équivalent du préjudice social que crée également la criminalité organisée. Donc, bien sûr, ces chiffres peuvent paraître hallucinants, mais je souligne d'ailleurs que si on les connaît, c'est parce qu'il y a des dossiers dans lesquels corrupteurs et corrompus ont été identifiés, appréhendés, sont en cours de condamnation ou ont déjà été condamnés. Et alors, beaucoup de moyens financiers, mais pas seulement. On a vu dans le reportage de ce soir que pour corrompre un agent, il y avait l'argent, mais il y avait aussi l'intimidation, qui était aussi un mode de pression. Oui, bien sûr, ça fait partie de tout ce qui est ce milieu de la criminalité organisée. Tous les moyens leur sont bons. S'ils doivent être financiers, ils seront financiers à l'envi. Si c'est la violence qui doit être déployée, la violence sera déployée. Le simple fait de dire à un agent pénitentiaire « Tiens, je sais où vont à l'école tes enfants », c'est puni par le code pénal. C'est ce qu'on appelle un acte d'intimidation. C'est puni de 10 ans d'emprisonnement. Donc, il faut arriver à convaincre que les simples travaux d'approche de cette corruption doivent être signalés. Ouais. Et là, je peux vous dire que les auteurs seront interpellés et très sévèrement jugés. Alors, on a beaucoup parlé des agents de terrain, vous le dites, les surveillants pénitentiaires, les policiers. On a interrogé Linda Kebab, policière, qui est déléguée générale du syndicat Unité SGP-FO. Elle sait que vous êtes notre invitée et elle se demande s'il n'y a pas un traitement de défaveur justement pour ces agents de terrain. Écoutez-la. Plus vous êtes bas dans l'échelle de la hiérarchie et plus vous êtes exposé à la sanction. Madame la procureure, quelle garantie vous avez que tous les signalements d'atteinte à la probité ou de corruption soient portés à la connaissance du parquet, que ce soit des corps intermédiaires ou les plus bas de la police nationale jusqu'aux hauts fonctionnaires et pas seulement une partie, à savoir les lampistes du bas? On s'en prend qu'aux lampistes?
Alors, on ne s'en prend pas qu'on en piste. Il suffirait que vous regardiez un certain nombre de dossiers jugés à Paris pour que vous voyez que ce n'est pas du tout les lampistes auxquels on s'en prend. Nous avons jugé il y a quelques années un très haut responsable des douanes et nous avons jugé il y a quelque temps un très haut fonctionnaire de la police nationale. Donc les lampistes, ce n'est pas du tout le genre de la maison. Le genre de la maison, c'est lutter contre toutes les étapes de la corruption à quelque niveau hiérarchique qu'il se trouve. Et justement, est-ce que la magistrature est aussi une institution qui est touchée? On a vu le cas de cette juge, Hélène Guérard. Certains disaient qu'elle participait à des soirées avec des proches de tel ou tel réseau criminel. C'est une erreur d'après vous ou pas? Alors en tout cas, ça fait partie des échanges que l'on a avec les collègues, de dire attention, lorsque vous êtes dans un contexte périmétrique où certains peuvent avoir intérêt à vous approcher, mais faites attention à la manière dont vous construisez votre vie privée. Et donc, quelquefois, avoir trop de dîners en ville, pour dire la chose facilement, eh bien, il faut l'éviter. Donc vous ne faites pas de dîner? Pas de dîner en ville. Comment vous faites pour surveiller vos greffiers, vos greffières? Ça veut dire que quand vous partez le soir, potentiellement, vos collègues de travail peuvent vous subtiliser des documents, ou les jeter à la poubelle ou les modifier? Ne peuvent pas parce que mon bureau est particulièrement sécurisé, mais ça fait partie effectivement des choses sur lesquelles il faut veiller. Et ça rend complètement parano, non? On a l'impression que tout le monde est un potentiel ennemi. Je dirais que d'une certaine manière, face au risque de corruptif, il faut être paranoïaque. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'à partir du moment où mon dossier est sensible, je ne le laisse pas ouvert quand je vais prendre un petit café avec ma porte ouverte. Même pour un café, vous fermez à clé votre bureau? Il faut faire en sorte que le bureau soit fermé, si le service n'est pas sécurisé, s'il n'est pas protégé. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Je discutais il y a tout à fait récemment avec un collègue qui était en poste en Corse. Il me rappelait qu'il y a presque 20 ans de ça, un dossier avait disparu, son original, sa copie. Tout risquait d'être anéanti. Sauf qu'à l'époque, ce collègue était déjà paranoïaque et il avait fait une 3e copie cachée, donc tout le monde ignorait l'existence. Et c'est grâce à ces 3e exemplaires du procès que le procès a pu avoir lieu. Vous gardez des copies dans des endroits secrets? Enfin, si je le faisais, je ne vous le dirais pas, mais enfin, on adopte un certain nombre de précautions pour que ça ne se produise pas. Quand on regarde les statistiques officielles de l'Agence française anticorruption, on voit que dans près de 20%, 18,2% des affaires, il y a au moins un élu parmi les prévenus. Est-ce qu'il y a également une augmentation, d'après vous et d'après ce que vous constatez, de la corruption des hommes et des femmes politiques? Les élus peuvent être corrompus dans le cadre des marchés publics, c'est-à-dire et là c'est un sujet qui est porté depuis que le monde est monde par les sections économiques et financières. Et puis il y a la possibilité pour les élus d'être corrompus par la criminalité organisée. Et ça, c'est des sujets qui, là aussi, sont émergents et des dossiers qui sont en cours dans différents parquets de France, et y compris au parquet de Paris. Alors cette corruption politique, elle est en plein dans l'actualité. Il y a quelques mois, un ancien chef de l'État, ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été jugé dans l'affaire libyenne pour des faits de corruption. À l'heure où on enregistre cette interview, on ne sait pas encore quel sera le délibéré qui est rendu cette semaine. Mais Nicolas Sarkozy a déjà été condamné pour corruption active dans l'affaire Bismuth. Est-ce que pour vous, ça pose un problème d'exemplarité ? Dans tous les domaines de lutte contre la corruption qui concernent les chefs de l'État, les gradés de la police nationale, les magistrats, le sujet d'exemplarité, il est toujours récurrent. Parce que ce qu'on donne à voir, c'est le rappel des principes. Et je dirais que quelqu'un de corrompu, c'est forcément quelqu'un qui fragilise l'état de droit et le respect qu'on doit avoir pour cet état de droit et surtout la confiance qu'on doit lui accorder. Vous pensez qu'un agent de terrain, il peut se dire si même le président de la République a le droit d'être condamné pour corruption, pourquoi moi je n'irais pas... Moi je pense qu'il y a véritablement le fait de réagir à la corruption, ça ressort aussi de l'intime. Mais cela étant, je dirais que moi je suis pour l'exemplarité de la rectitude de tout comportement et de tout citoyen à qui on confie des missions de service public et d'agir au bénéfice d'autrui. Alors ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Hein. Au moment de la première condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption active dans l'affaire Bismuth, Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, avait pris la parole. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Et écoutez-le. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays. Est-ce que c'est toujours un homme honnête, comme vous le disiez en décembre, que vous croyez honnête? Et moi, monsieur, je ne commande pas les décisions de justice et je peux vous redire tout le respect et toute l'affection que j'ai pour le président Sarkozy. Le fait qu'on ait Gérald Darmanin qui
annonce un plan de lutte contre la corruption et en même temps, il soutient son ami Nicolas Sarkozy, condamné pour corruption. Est-ce que ça brouille pas un petit peu le message? Je ne commente pas les commentaires politiques de la même façon que je souhaiterais que les politiques ne commentent pas les décisions judiciaires. En tout cas, le message n'est pas du tout brouillé sur les instructions que nous avons concrètement de lutte contre la corruption et que nous déclinons sur le terrain. On vient de parler de Nicolas Sarkozy, il y a également Rachida Dati. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on a une ministre en exercice qui est mise en examen pour corruption. Est-ce que c'est un mauvais signal dans la lutte contre la corruption? Je ne peux pas du tout commenter ce dossier puisque c'est un dossier qui est lié au parquet national financier du parquet de Paris qui n'est pas suivi par mon parquet. Mais donc, même si elle est présumée innocente et qu'elle conteste les faits, est-ce que ce sera symbolique le fait d'avoir un ministre en exercice qui est mis en examen pour corruption? Encore une fois, je ne suis pas saisie de ce dossier. Après, si on parle dans le symbole, plus généralement, on peut se dire que ça démontre bien que, quelles que soient, je dirais, les personnalités ou pas auxquelles il faut s'intéresser, le sujet de la lutte contre la corruption est prise en compte par l'institution judiciaire. Est-ce qu'il y a une spécificité française? On va voir maintenant des chiffres de Transparency International. C'est une ONG sérieuse qui, chaque année, publie un classement de l'indice de perception dans tous les pays du monde. Et pour la première fois, cette année, la France a perdu 5 places. Elle est tombée à la 25e position, derrière des pays comme les Seychelles ou les Émirats arabes unis. Et Transparency International fait même ce constat sans appel. La France risque de perdre le contrôle de la corruption. Alors, je ne veux pas partager ce constat parce que ce serait vraiment très déceptif. Moi, je pense que nous sommes en train de nous mettre à niveau de la lutte contre la corruption et que peut-être ce sujet, encore une fois, a peut-être été mésestimé dans les risques qu'il nous faisait encourir. Vous avez aussi évoqué les menaces possibles pour obtenir, je dirais, des contreparties. Mais on déplore de plus en plus des menaces sur des magistrats, notamment, et alors qu'on sait bien que ces menaces n'auront aucun effet sur la procédure. Vous-même, vous avez déjà été menacé? Ça m'est arrivé il y a très très longtemps, mais ça a été l'espace d'un instant. Et c'était dans mon bureau. Et c'était au moment où je notifiais une exécution de peine qui était importante à quelqu'un qui allait partir en prison. On vous a déjà proposé également un petit marché de corruption? On s'y est pas risqué, parce que là, pour le coup, j'aurais fait ce que je dis à chacun de faire, c'est que je me serais précipitée au commissariat de police de mon lieu d'exercice professionnel pour dénoncer immédiatement celui qui me faisait cette proposition. Je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de quelque chose quand on veut lutter contre la corruption, et c'est à ceux qui pourraient être en situation de fragilité que je veux m'adresser ici. C'est qu'il ne faut pas manger avec le diable, même avec une longue cuillère. Donc vos conseils pour les agents de la fonction publique, c'est pas de dîner, pas de sortie, pas d'amis? Et pas d'amis bien choisis. En tout cas, pas d'amis qui pourraient être en lien avec vos dossiers. J'espère avoir quelques amis, avoir une vie sociale parallèle à ma vie professionnelle. Non, simplement, c'est tout simplement dire le tout petit clignotant qui paraît si banal. Eh bien, il n'est pas si banal que ça. Eh bien, merci beaucoup, Laure Becquo, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir écouté.